Bonjour à tous. Hop. Bim. Donc très rapidement, en fait, moi je suis pas du tout assureur. Je suis un investisseur, j'investis dans des startups depuis à force une quinzaine d'années et depuis 6-7 ans dans l'insurtech justement, et j'ai créé mon fonds Astoria.vc. On est le premier investisseur dans l'insurtech et nous ce qui nous intéresse c'est la technologie au service de l'assurance. Donc merci à toute l'équipe Sénat déjà de me permettre d'intervenir et de vous présenter grosso modo quelques tendances. Et ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est essayer de faire la différence entre ce qui est du bruit et ce qui vaut vraiment le coup. Je pense que tous, travaillant dans l'assurance, vous voyez et vous lisez beaucoup de choses, beaucoup de chiffres tous les jours. Il y a des choses qui méritent votre attention et qui méritent votre travail, et puis il y a d'autres sur lesquelles vous pouvez passer plus vite. C'est ça que je vais essayer de parcourir avec vous. Donc premier point, c'est quelques chiffres. Ce que j'aime bien rappeler, c'est donc là c'est les chiffres sur juste l'Europe. Il se trouve que c'est là qu'on investit, donc on connaît un petit peu cette industrie-là et ce marché-là. Grosso modo, comme vous pouvez le voir, 2019, 800 millions d'euros investis dans les insurtech. 2020, un petit peu moins, mais on va dire année un petit peu particulière quand même. Et cette année, ça n'en finit pas. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que vous lisiez des annonces de levée de fonds. Voilà, ça c'est les chiffres. Il y a quelques jours, on était à plus de 2 milliards investis dans l'insurtech. 2 milliards, ça peut sembler beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai la partie droite du slide qui met ça en perspective pour dire ouais, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans l'insurtech, mais en fait, on est sur des masses qui sont tellement énormes qu'en fait, ça peut être relativisé. Donc toujours cette différence entre le bruit et ce qui est important. Et donc typiquement, un des chiffres moi qui me parle le plus, c'est le budget IT de BNP. C'était le CEO qui, quelques années, annonçait que chaque année, il dépense 6 milliards juste en budget IT. Donc, c'est juste stratosphérique. Et donc, c'est le budget IT d'une boîte. Je pense que j'ai pas les chiffres pour AXA, mais j'aurais pu faire la même avec AXA. J'imagine que c'est le même ordre de grandeur. Donc, voilà, c'est quelques milliards qu'ils dépensent. Il y a l'exemple d'Allianz qui a un fonds d'investissement d'1 milliard. Donc c'est quasiment la moitié de ce qui a été investi depuis le début de l'année dans l'insurtech. Et puis vous connaissez tous, je pense, Lemonade aux États-Unis qui fait de l'assurance habitation et qui avait levé 300 millions quelque chose. 300 millions de dollars à l'époque. Donc voilà, c'était aussi pour relativiser toujours 2 milliards. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'accélère. C'est beaucoup d'argent et en même temps, comparé à des dépenses IT, donc plutôt de fonctionnement, c'est pas si énorme que ça. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était cette fameuse phrase que vous dites peut-être d'ailleurs, c'est l'insurtech ça ne marche pas. On l'entend à tous les niveaux, partout, tout le temps. En fait, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Donc là, en gros, sur cette map-là, on a essayé d'analyser ce qui s'est passé depuis 10 ans dans l'insurtech en Europe. Et évidemment, on a voulu y amener un peu de finesse sur la chaîne de valeur. Donc, pardonnez-moi, c'est une version très simplifiée de la chaîne de valeur, mais grosso modo, on retrouve évidemment les assureurs donc qui ont ou les insurtech qui ont une licence, comme Cédin par exemple. Après, on va avoir de la partie produit, la partie souscription, la partie distribution, la partie gestion de sinistres, etc. Et en fait, ce que vous voyez, la taille des ronds, c'est le nombre de boîtes qui ont été créées sur la thématique. Donc, sans surprise, c'est sur la distribution d'assurance. Grosso modo les lignes perso, donc habitation, auto, voilà, grosso modo c'est là qu'il y a le plus de boîtes créées. Et la couleur, c'est le niveau de succès, on va dire, statistique de la thématique. C'est-à-dire combien de boîtes ont levé de l'argent versus combien ont fait faillite. Et sans surprise aussi, c'est dans la partie distribution que c'est le plus carnage. Et pour faire très basique, pour un Luco, Lovis ou Leocare que vous connaissez tous, il y en a 30 autres qui se sont créés, qui ont vivoté, qui ont fait faillite ou qui ont été rachetés un peu à la casse. Donc vous voyez, et nous aussi d'ailleurs, les unes dans la presse des journaux sur les levées de fonds, on voit malheureusement plus rarement les faillites, mais ça existe, et donc c'est ce qu'on essayait de mettre là. Et comme vous pouvez le voir, selon la partie de la chaîne de valeur et selon la ligne de métier, la couleur est pas la même. Donc il y a des endroits où ça marche mieux qu'à d'autres endroits. Et donc cette phrase qui consiste à dire l'insurtech ne marche pas, elle est à minima relativisable. Autre élément de relativité sur l'insurtech ne marche pas, c'est juste des chiffres. C'est des chiffres sur l'année dernière, c'est le nombre de nouveaux clients gagnés. Alors les logos, c'est juste pris au hasard parce que il se trouve que, enfin pris au hasard de ceux qui ont annoncé leurs chiffres de manière assez facile à traiter. Et donc ce qui était intéressant, à nouveau une des plus grosses insurtech, en tout cas celle qui croît le plus en France, c'est Luco. Ils ont gagné quasiment 80 000 clients sur l'année 2020. Vous voyez qu'en fait c'est c'est aussi bien voire mieux que le top 3 chez les mutuelles. Donc à nouveau, dire l'insurtech, ça ne marche pas, c'est assez relativisable. Évidemment, là-dedans, il y a en général
quand on nous dit l'insurtech ne marche pas, on monte ce slide-là et du coup on arrive dans des discussions qui sont un peu plus fines, notamment sur le churn, etc. Parce que c'est une thématique et c'est une problématique. Mais à nouveau, on voit qu'on rentre dans un niveau de détail qui est quand même beaucoup plus important que l'insurtech ne marche pas. Voilà. L'idée là, c'est de parcourir les grandes tendances, justement, de mettre en avant ce qui compte, ce qui est en train de bouger, notamment sur la partie distribution. Pourquoi sur la partie distribution? Vous le voyez à la taille des ronds là. À nouveau, on a repris cette chaîne de valeur assez, je dirais, simplifiée. L'année dernière, ou alors attends, c'est quoi ça? Non, c'était sur le premier semestre. C'est plus de 50% des deals qui ont été faits sur la partie distribution. Et en fait, ce chiffre-là, moi, je le traque depuis 2016 et ça a toujours été le cas. En 2016, c'était 75%, donc ça descend progressivement, mais on est toujours largement au-dessus de 50% des deals qui sont faits sur la partie distribution. C'est la partie la plus active. Peut-être parce que aussi c'est la partie celle qui requiert peut-être le moins de technologie à date et qui permet assez facilement de rentrer, mais comme on l'a vu précédemment, ne garantit pas le succès. Sur la distrib, il y a 3 gros sujets qu'on voit, 3 problématiques, et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les outils que vous mettez en place, etc. Et donc il y a évidemment le direct to consumer, donc là j'ai changé de logo, j'ai mis Lovis, on va essayer de varier un peu les boîtes. Et donc eux, ils vendent directement sur Internet, de manière basique ou sur une appli. Ensuite, il y a l'assurance embarquée, donc la plus grosse insurtech sur cette thématique-là, c'est une insurtech belge qui s'appelle Cover. Et puis la troisième thématique, c'est la technologie à destination des acteurs en place, donc les courtiers, les agents, qui font encore 80% du marché, notamment sur l'habitation, donc c'est quand même gros, et donc c'est pour les équiper. J'ai pris l'exemple de WeFox, mais tout à l'heure tu parlais des outils que vous développez vous, ça peut être un exemple aussi. Et il y en a plein d'autres. Premier exemple sur la distribution directe, je trouvais ça marrant, vous pouvez faire l'exercice vous-même, vous allez sur Facebook et vous voyez les pubs, donc vous allez être retargeté. Bon, moi comme je clique sur toutes les pubs d'InsurTech, évidemment je suis retargeté régulièrement, ça me permet de faire des jolis screenshots et de faire un joli slide. En fait, ce que je voulais illustrer là, c'est que finalement, vous voyez, c'est à peu près les mêmes messages, c'est à peu près le même positionnement. Je suis désolé, je galère un peu avec le son. C'est à peu près le même positionnement. On dit qu'on est moins cher que le voisin, on met en avant un prix un petit peu attractif, etc., des couleurs sympathiques. Mais donc, grosso modo, c'est assez commoditisé. Et ça fait le lien, je pense, avec ce qu'on se disait avant sur ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est des boîtes qui lèvent énormément d'argent. Et 2, c'est pas parce qu'on lève de l'argent que ça marche, et d'où le taux de casse qui peut être très élevé sur cette thématique-là. L'autre thématique, c'est la distribution indirecte. Et donc ça, quand on dit distribution indirecte, vous avez dû entendre le terme open assurance. Il y a le terme qui marche très bien sur les réseaux sociaux, c'est embedded insurance, donc assurance embarquée, je pense en français. Et en gros, ce que je voulais illustrer là, c'est que c'est pas qu'un sujet théorique qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui est encore plus intéressant, selon moi, c'est que ça vient du marché et pas du régulateur. C'est-à-dire que ce n'est pas le régulateur qui s'est levé un matin et qui a fait l'open banking ou l'open assurance et qui a dit ouvrez-vous plateforme ou assureur, ouvrez-vous aux plateformes. C'est les plateformes qui viennent et qui demandent à intégrer des produits d'assurance. Donc là, j'ai remis quelques chiffres sur Cover. Donc vous voyez, ils ont levé 25 millions de dollars, donc ça montre qu'ils commencent à grossir. La boîte en bas, WeCover, c'est une boîte dans laquelle on a investi, mais au-delà de ça, c'était pas pour faire leur pub, c'était surtout, ils ont fait un partenariat avec la Fnac. Et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que la Fnac, c'est un acteur quand même de taille significative. Et en gros, c'est intéressant parce que des gros acteurs comme Fnac sont capables de travailler avec des minuscules boîtes comme WeCover. Et ils ont gagné contre des acteurs de type, Tier 1, je ne vais pas lancer de nom, mais voilà, des acteurs, alors ils sont en Espagne, et donc des assureurs espagnols de premier plan. Et l'autre exemple que j'ai mis sur le côté, c'est Ornicar. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont montés crescendo dans l'assurance, ils ont annoncé qu'ils allaient en faire. Ils l'ont fait sur les fameux jeunes conducteurs que personne n'a envie de faire parce que c'est un portefeuille un peu crado. Finalement, ça a tellement bien marché. Ils ont annoncé des chiffres. Ils avaient grosso modo, et c'était intéressant, au bout de 3 mois, ils avaient les chiffres que Lovis avait atteints après avoir levé 15 millions d'euros. Donc ça montre aussi la puissance de l'assurance embarquée. Et la puissance accessoirement de leur marque. Et du coup, ils ont totalement ouvert et maintenant, ils proposent de l'assurance auto à n'importe quel conducteur. Et d'ailleurs, leur dernière levée de fonds, quelques 100 millions d'euros levés, notamment avec KKR, a été faite sur cette thèse de « on est distributeur d'assurance ». Donc c'est des gens qui n'avaient rien à voir au départ. Ornicar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gens qui vendent des permis pas chers. À peu près.
sais pas s'il serait content que je résume comme ça, mais et l'autre point que je voulais mettre en avant ici sur l'assurance embarquée et qui est un peu lié à cette histoire de l'insurtech ne marche pas, c'est que souvent en fait quand on va voir des assureurs, et à nouveau quand je dis assureur c'est acteurs de l'assurance, hein, donc assureurs et assureurs, courtiers, etc., etc. Hein, je mets tout le monde sous cette terminologie, c'est plus simple, assureur. Et en fait, on voit des disparités quand on va voir des assureurs santé. Ils nous disent ah ouais, mais attends, ce que tu dis c'est vrai dans le PNC, c'est pas vrai dans la santé, etc. Bon, je voulais montrer l'effet quand même de la plateformisation et du pouvoir des plateformes aussi sur la thématique santé. On la connaît tous, mais il y a un truc intéressant. La téléconsultation a été rendue remboursable par la Sécu il y a quelque temps, en 2018 de mémoire. Sur la première année, tous les assureurs, toutes les mutuelles, etc. se disaient il faut que je m'équipe avec un outil. Bon, la vérité, c'est qu'au bout d'un an, Doctolib avait processé 2/3 des téléconsultations. Donc la téléconsultation en France, c'est Doctolib. Et l'autre élément que vous avez tous vécu, évidemment, c'est que le process de vaccination, il n'est pas passé par les assureurs, ni les mutuelles, ni les réassureurs, ni quoi que ce soit. Il est passé par Doctolib. Donc ça montre la puissance des plateformes, hein, même dans la santé. Et le dernier point, je passerai très vite, mais c'est plus pour voilà, des pistes de réflexion et d'opportunités. J'ai parlé beaucoup de la distribution, évidemment. Heureusement, hein, toute la chaîne de valeur est concernée, c'est ça qui est intéressant. Aussi bien sur la partie gestion de sinistres, avec évidemment de l'automatisation, mais aussi des outils à destination des acteurs en place. Et puis sur la partie prix-produit, avec des nouveaux risques. Ça, c'est un truc qu'on trouve assez intéressant, hein, c'est qu'il y a plein d'opportunités pour aller couvrir des risques qui émergent ou qui explosent, type le risque climatique. Mais on l'a tous vécu hier sur IT Based Downtime, hein, donc c'est les interruptions de business dues aux problématiques d'infrastructures technologiques. Bon, hier, tous les gens qui vivent sur la pub Facebook ou Instagram, ils n'ont pas pu bosser pendant toute la soirée hier soir, donc je pense que ça va être un peu carnage en termes de chiffre d'affaires pour certaines boîtes. Mais voilà, ça montre bien que ce genre de risque ne fait que croître. De la même manière, hein, ceux qui vont rentrer en Uber ce soir, si l'appli de paiement Stripe ne marche pas, ils font 0 de chiffre d'affaires ce soir, hein, donc c'est un risque qui est de plus en plus important et il faut de la technologie pour aider les acteurs en place pour couvrir ce type de risque-là. Et sur la partie gestion de sinistre, ce que je voulais montrer aussi, c'est la capacité des insurtech à penser différemment. En fait, si on regarde Lemonade, hein, ils avaient mis en avant leur capacité à traiter des gestions de sinistres en 3 secondes. Bon, évidemment, ils ne traitent pas 100% du flux de sinistres en 3 secondes. Hein. Mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que, ils ont repensé le truc différemment, en venant pas de l'assurance, ils se sont dit, tiens, pourquoi on va s'embêter à faire de manière manuelle des choses qu'on pourrait faire de manière automatisée. Ça, c'est le premier élément. Donc, il y a des gens qui viennent et qui essayent de repenser la manière de faire. Et puis l'autre élément, c'est aussi mettre en avant qu'en fait, la technologie ici, et l'insurtech en particulier, elle n'est pas là pour couvrir 100% des besoins et 100% des sujets. On est passé, hein, en 2014, c'était qui va devenir le Uber de l'assurance. On en est revenu. Aujourd'hui, on voit de plus en plus WeFox, qui est la boîte la plus grosse, l'insurtech la plus grosse en Europe. C'est quoi? C'est certes un assureur, avec One, ils ont de la capacité derrière, mais c'est aussi et surtout un outil à destination des courtiers et des agents. C'est d'abord ça. C'est un logiciel, c'est du SaaS. Hein, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit, en gros, et c'est un peu ça mon message, et en tout cas qui est notre thèse d'investissement, c'est qu'à nouveau, la distribution, elle va pas basculer totalement en ligne, elle va pas basculer totalement en ligne sur tous les produits et sur tous les segments de clients. Donc l'enjeu, c'est effectivement s'adapter à ces nouveaux besoins, pour aller vendre sur des plateformes notamment, et équiper les équipes en place, ça résonne avec ce que tu dis tout à l'heure, pour améliorer l'expérience utilisateur, mais en s'appuyant sur l'expertise des réseaux internes. Donc à nouveau, vous avez compris, moi mon job, c'est d'investir dans des insurtech qui vont venir titiller un peu le statu quo. En revanche, je suis assez réaliste sur le fait que la balance, elle est au milieu. Hein. C'est ni tout noir ni tout rouge. C'est pas les assureurs, c'est top, les insurtech sont nuls ou l'inverse. C'est un petit peu plus nuancé que ça. Et voilà quelques exemples justement de ce que je disais, c'est des technos qui sont à destination. Alors je crois que le titre c'est Augmented Insurer, mais à nouveau vous avez compris, j'utilise de manière systématique le mot assureur pour parler de tous les acteurs. Et la preuve, vous voyez sur toute la chaîne de valeur, hein, ce qui est sur la gestion de sinistres, c'est des outils à destination des gestionnaires de sinistres. Sur la distribution, c'est évidemment des outils pour les courtiers et les agents. Il y en a de plus en plus. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que finalement les insurtech se rendent compte aussi, hein, je disais tout à l'heure 80% du flux sur l'habitation passe par les courtiers et les agents. Voilà, le marché de l'assurance c'est 1300 milliards d'euros en Europe, donc ça fait beaucoup d'euros qui passent encore par les courtiers et les agents.
Et le dernier point, juste pour titiller un petit peu les cerveaux des uns et des autres, c'est juste un truc moi qui m'a marqué quand je suis rentré dans l'assurance il y a quelques années, à nouveau via l'investissement, mais c'était les assureurs et les acteurs de l'assurance répètent en permanence l'assurance c'est la donnée. Et en fait, je pense que c'est pas du tout vrai, et en tout cas, il y a d'autres acteurs qui en ont plus de données. Donc les assureurs, si on regarde, ils ont de la donnée limitée et déclarative. Typiquement, mon assurance habitation, ils savent où j'habite, à peu près la taille de mon appart, et combien j'ai de valeur. Je finis juste là-dessus. Et du coup, typiquement, ils savent assez peu d'informations. C'est probable que mon voisin au-dessus, en dessous, ait à peu près les mêmes informations, et pourtant on n'a même peut-être pas le même profil de risque. Ensuite, il y a les banques. Les banques, elles ont mes données de transaction, elles savent pas ce que j'achète, mais elles savent où je l'achète, et donc elles savent à peu près qui je suis, comment je me comporte, etc. C'est pour ça qu'il y a eu l'open banking, parce que c'est de la donnée très fine, et donc il y avait matière à obliger à ouvrir ces données-là. Et puis il y a les plateformes. Alors là j'ai mis GAFA, mais vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé d'Ornicar, on aurait pu parler de Blablacar, on aurait pu parler de Doctolib, etc. C'est ces gens-là qui ont toutes les données sur leurs clients et qui les connaissent très bien. Donc juste, à nouveau, c'est bien. 1 plus 1 égale 3 en l'occurrence, avec les acteurs en place qui connaissent très bien les besoins clients et les plateformes technologiques ou la technologie de manière générale qui peut enhance, donc augmenter la puissance finalement de cette industrie-là, à nouveau parce que sur la donnée, quoi qu'on en dise dans l'industrie, il y a des acteurs qui sont mieux équipés. Voilà, merci beaucoup. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire soit après, on en discute, soit sur les réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de discuter. Merci à tous.